Une maison ordinaire. Façade blanche, jardin paisible, allée tranquille. Mais ce lieu recèle un secret sinistre. 13 novembre 1974. Amityville, Long Island, État de New York. Une nuit, 6 personnes y perdent la vie. Un an plus tard, une nouvelle famille franchit le seuil. 28 jours suffisent pour les plonger dans l'horreur. Cette histoire vraie a inspiré l'un des plus grands phénomènes paranormaux du XXe siècle. 13 novembre 1974. Une date qui marque à jamais la petite ville d'Amityville. Sur Long Island, État de New York, une demeure ordinaire s'apprête à devenir le théâtre du drame. 3 heures du matin sonnent. La plupart des habitants dormaient paisiblement. Personne ne soupçonnait ce qui allait survenir. Dans quelques minutes, 6 vies basculeraient. Une maison tranquille deviendrait une scène d'horreur. Ce qui se passera cette nuit-là changera à jamais le cours des choses. Ronald DeFeo Jr., 23 ans, descend lentement l'escalier. Dans sa main, une arme à feu. Son regard est vide. Des voix résonnent dans son esprit. Il affirme avoir entendu des ordres impératifs. Des commandements qu'il ne peut ignorer. Il se dirige vers la chambre de ses parents. Son père, Ronald Sr., dort profondément. Sa mère, Louise, repose à côté de lui. Ronald Jr. lève son arme. Il tire. Les coups de feu percent le silence nocturne. Un par un, les membres de sa famille tombent. Au petit matin, la police enfonce la porte. 6 corps gisent dans les lits. Tous les membres de la famille DeFeo sont morts. Ronald Sr., Louise et leurs 4 enfants. Tous retrouvés dans leur chambre, dans leur lit, comme s'ils dormaient. Aucun signe de lutte. Aucune tentative de fuite. L'autopsie révèle qu'ils ont tous été tués pendant leur sommeil. L'affaire choque profondément la communauté. Cette maison paisible, cette demeure familiale ordinaire, vient de devenir une scène de crime. Ronald DeFeo Jr. est rapidement arrêté. Les preuves sont écrasantes. Il avoue immédiatement les meurtres. Mais ses déclarations troublent les enquêteurs. Il affirme avoir entendu des voix. Des voix qui lui ordonnaient de tuer sa famille. Il parle d'une présence malveillante qui le contrôlait. Ces révélations alimentent immédiatement les spéculations. Comment un jeune homme peut-il commettre une telle atrocité? Était-ce vraiment son choix? Ou quelque chose de plus sinistre? Au tribunal, Ronald DeFeo Jr. maintient sa version des faits. Il répète obsessionnellement ses affirmations concernant les voix. Il insiste sur le fait qu'il n'était pas maître de lui. Qu'une force extérieure contrôlait ses actions. Ses avocats tentent d'utiliser cette défense. Mais les procureurs sont convaincants. Les preuves matérielles sont irréfutables. Les juges n'accordent aucun crédit aux allégations concernant les voix surnaturelles. Pour la justice, il n'existe qu'une réalité. Ronald DeFeo Jr., responsable et coupable. Le verdict tombe comme un coup près. Coupable. Ronald DeFeo Jr. est reconnu responsable des 6 meurtres. La sentence est sans appel. Prison à vie. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Le jeune homme, qui affirmait agir sous l'emprise de forces surnaturelles, se retrouve enfermé derrière les barreaux. Pour la communauté, la justice a parlé. L'affaire est officiellement close. Mais certains ne pouvaient pas laisser reposer cette histoire. Un an plus tard, une nouvelle famille envisagera d'acheter cette maison maudite. Décembre 1975. Une année s'est écoulée depuis les meurtres. La maison au 112 Ocean Avenue demeure vide et silencieuse. Les murs gardent les traces du drame. Mais le marché immobilier n'attend personne. La propriété est mise en vente. Curieusement, elle suscite peu d'intérêt. La plupart des acheteurs potentiels sont rebutés par son histoire. Mais il existe des gens prêts à surmonter leurs craintes. George et Cathy Lutz visitent la maison cette année-là. George Lutz est architecte naval. Cathy est mère au foyer. Ils sont mariés depuis plusieurs années. Ensemble, ils rêvent d'une grande maison au bord de l'eau. Avec 3 enfants à charge, ils recherchent une propriété spacieuse.
Ils connaissent l'histoire du 112 Ocean Avenue. Mais ce n'est pas un obstacle insurmontable. Le prix est étonnamment bas. La maison est grande, élégante, avec vue sur l'eau. Ils envisagent sérieusement l'acquisition. Malgré les réserves que suscite son passé sanglant. Après plusieurs visites, George et Cathy prennent leur décision. Ils achètent la maison. Le prix extraordinairement avantageux les influence fortement. 350 000 $ pour une propriété qui en vaudrait bien davantage. La raison du prix est claire. Personne ne veut vivre au-dessus d'une tombe. Personne, sauf les Lutz. Ils décident de tourner la page. De transformer ce lieu du malheur en foyer heureux. En décembre 1975, ils signent les papiers. La maison maudite a enfin trouvé ses propriétaires. Début janvier 1976. Les camions de déménagement arrivent devant le 112 Ocean Avenue. George, Cathy et leurs 3 enfants franchissent le seuil de leur nouvelle maison. Ils transportent leurs meubles, leurs affaires, leurs espoirs. Les enfants explorent les grandes pièces avec enthousiasme. Ils ne connaissent pas vraiment l'histoire du lieu. Pour eux, c'est simplement une belle grande maison. Leurs parents envisagent un nouveau départ. Ils ignorent ce qui les attend dans les semaines à venir. Les événements étranges commencent presque immédiatement après leur arrivée. George ressent un froid intense qui envahit la maison. Pourtant, le chauffage fonctionne normalement. Les thermostats indiquent les bonnes températures. Mais George grelotte constamment. Cathy remarque que son mari semble différent. Il est irritable, morose. Il parle d'une présence oppressante. Les enfants aussi mentionnent des choses bizarres. Des bruits étranges résonnent dans les murs. Des formes sombres apparaissent dans les couloirs. Quelque chose cloche clairement dans cette maison. George découvre un phénomène troublant. Il se réveille chaque nuit à 3h15. Exactement. Pas 3h, pas 3h30. 3h15. C'est l'heure exacte des meurtres. Celle où Ronald DeFeo Jr. a tiré sur sa famille. Cette coïncidence le perturbe profondément. Il confie ses craintes à Cathy. Elle aussi a remarqué quelque chose. Elle entend des bruits à cette heure précise. Des craquements. Des pas qui traînent. Des portes qui grincent. L'hypothèse devient inévitable. Est-ce que l'heure des meurtres rejoue nuit après nuit? Une puanteur soudaine envahit la maison. George la décrit comme absolument répugnante. Une odeur de mort. De décomposition. Elle semble provenir de nulle part. Les fenêtres sont ouvertes. L'aération est vérifiée. Mais l'odeur persiste. Elle disparaît et réapparaît sans raison apparente. Cathy est révoltée. Elle ne peut pas cuisiner. Elle ne peut pas rester longtemps dans certaines pièces. Cette odeur nauséabonde devient obsédante. Les enfants se plaignent aussi. Ils refusent d'aller dans certains couloirs. La maison commence à se transformer en véritable cauchemar. Les portes de la maison commencent à claquer violemment. Sans aucune explication logique. Pas de courant d'air. Pas de vent extérieur. Les portes se ferment brutalement. Elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Le bruit résonne à travers toute la maison. C'est terrifiant. George inspecte les gonds. Tout fonctionne normalement. Il n'y a aucune raison physique que les portes se comportent ainsi. Mais elles continuent. Nuit après nuit. Jour après jour. Les claquements incessants deviennent insupportables. Cathy envisage d'abandonner la maison. Mais George refuse de partir. Des bruits étranges résonnent constamment dans les murs de la maison. Pas des bruits ordinaires de tuyauterie. Des sons différents. Des pas traînants. Des murmures inaudibles. Des voix lointaines qui chuchotent. George devient obsédé par ces bruits. Il passe des heures à écouter. À essayer de comprendre leur origine. Il tape sur les murs. Il écoute avec ses oreilles collées aux surfaces. Cathy le supplie d'arrêter. Elle lui dit qu'il devient fou. Mais George ne peut pas ignorer ces sons. Il l'appelle. Il le fascine. Il le terrifiait aussi.
Cathy commence à voir des choses. Des formes sombres qui bougent dans la maison. Elles se matérialisent et disparaissent. Elle les aperçoit du coin de l'œil. Quand elle se tourne pour regarder directement, elles ont disparu. Elle en parle à George. Il la croit. Il a aussi senti une présence. Une entité qui rôde dans les pièces. Cathy décrit ces apparitions comme terrifiantes. Elles ne ressemblent à rien d'humain. Ce sont des silhouettes noires. Informes. Malveillantes. Elles semblent la surveiller. L'observer. Une menace constante qui plane sur sa tête. La plus jeune des enfants Lutz parle d'une créature. Elle affirme qu'une entité visite sa chambre. Elle l'appelle Jodie. C'est son amie imaginaire. Du moins, c'est ce que les parents pensent d'abord. Mais l'enfant décrit Jodie avec précision. Elle parle d'une créature qui se transforme. Parfois, c'est une forme vague. Parfois, c'est un cochon aux yeux rouges. Brillant et malveillant. Un cochon surnaturel qui flotte dans l'air. L'enfant n'a pas peur au début. Mais progressivement, la terreur s'installe. Jodie devient plus agressif. Plus présent. Plus sinistre. Elle refuse d'aller dormir seule. George découvre quelque chose d'horrifiant. Une substance verdâtre suinte des murs. Épaisse. Visqueuse. D'une couleur malsaine. Cette matière s'écoule lentement. Elle dégage une odeur pestilentielle. George essaie de la nettoyer. Elle réapparaît immédiatement. Comme si elle venait de l'intérieur même des murs. Il enlève le papier peint pour enquêter. Mais il n'y a rien derrière. Juste du plâtre normal. Pourtant la substance continue à couler. George devient paranoïaque. Il pense que la maison elle-même rejette quelque chose. Qu'elle expulse une sorte de poison invisible. Une putréfaction surnaturelle. Un hiver ordinaire. Pourtant, des essaims de mouches envahissent la maison. Des centaines. Des milliers peut-être. C'est impossible. Les mouches ne devraient pas être actives en hiver. Le froid les tue normalement. Mais ici, elles prospèrent. Elles bourdonnent constamment. Elles se posent sur la nourriture. Sur les meubles. Sur les enfants. C'est écœurant. La famille essaie de les tuer. Elles réapparaissent immédiatement. Comme si elles se reproduisaient sur place. Comme si la maison elle-même les générait. George jure que les mouches proviennent des murs. Qu'elles émergent de la structure même du bâtiment. Les meubles changent de place d'eux-mêmes. George arrange les chaises d'une certaine manière. Le lendemain, elles sont disposées différemment. Pas un peu différemment. Complètement différemment. Comme si quelqu'un les avait déplacées pendant la nuit. George questionne sa famille. Personne n'avoue. Les enfants jurent n'avoir touché à rien. Cathy aussi. Mais les meubles continuent à bouger. George devient furieux. Il pense que sa famille le teste. Qu'elle le provoque. Les tensions augmentent. Les arguments deviennent plus violents. La maison semble vouloir diviser la famille. De les tourner les uns contre les autres. Les fenêtres de la maison commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Pas une fenêtre. Plusieurs. Parfois, tout à la fois. Le froid de l'hiver s'engouffre à l'intérieur. George les ferme. Elles se rouvrent quelques minutes plus tard. C'est un jeu de chat et de souris. Une bataille inégale contre une force invisible. George devient de plus en plus stressé. Il vérifie chaque fenêtre. Il les ferme à clé. Même verrouillées, elles s'ouvrent mystérieusement. Les enfants refusent de dormir. Cathy supplie George de partir. Mais il refuse obstinément. Quelque chose le retient. Cathy témoin d'un phénomène impensable. Elle entre dans la chambre des enfants. Elle les voit flottant au-dessus de leur lit. Littéralement. Leur petit corps suspendu dans l'air. À une trentaine de centimètres du matelas. Elle crie. Elle les secoue. Ils retombent sur les lits. Les enfants affirmant avoir rêvé.
Mais Cathy sait ce qu'elle a vu. C'était réel. Tangible. Impossible mais réel. Elle en parle à George. Il regarde les lits. Il mesure la distance. Il ne peut pas nier. Quelque chose soulève les enfants pendant la nuit. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose d'extrêmement puissant. George commence à changer. Physiquement. Mentalement. Il devient obsédé par la cheminée de la maison. Il passe des heures à la contempler. À la caresser. À murmurer des paroles incompréhensibles. Son comportement devient agressif envers sa famille. Il crie pour des broutilles. Il menace sans raison. Cathy ne reconnaît plus son mari. Ce n'est plus le même homme. C'est comme s'il était possédé. Contrôlé par quelque chose. Ses yeux affichent une expression vide. Sombre. Terrifiante. Il semble avoir perdu le contrôle de lui-même. La maison l'a transformé en quelque chose d'autre. Cela ne peut plus durer. Les phénomènes s'intensifient chaque jour. La maison semble devenir plus violente. Plus agressive. George contemple des actes terribles. Il pense à des choses que jamais il ne penserait normalement. Cathy est au bord de la folie. Les enfants sont traumatisés. Ils refusent de dormir. Ils ne font plus confiance à leurs parents. L'atmosphère dans la maison est étouffante. Maléfique. Impossible à supporter. Après seulement 28 jours, la famille décide de partir. Ils ne peuvent plus rester. La maison les détruit. Psychologiquement. Émotionnellement. Physiquement. Janvier 1976. Après 28 jours dans la maison maudite, les Lutz quittent définitivement. Ils partent en catastrophe. Ils abandonnent la plupart de leurs meubles. Leurs vêtements. Leurs effets personnels. Tout ce qui pourrait rappeler leur séjour. Ils ne reviendront jamais chercher ces affaires. Elles ne valent rien comparé à leur santé mentale. À leur sécurité. Ils montent dans leur voiture et s'enfuient. George appuie sur le champignon. Il roule vite. Très vite. Ils n'arrêtent pas de regarder par-dessus leur épaule. Comme si quelque chose les poursuivait. La maison se retrouve à nouveau vide. Mobilier laissé sur place. Vêtements éparpillés. Vaisselle sale sur les tables. C'est comme si les Lutz ont disparu précipitamment. Sans même prendre le temps de nettoyer. De ranger. De fermer correctement les portes. La maison récupère son bien. Elle les a chassés. Elle les a forcés à fuir. Maintenant, elle est seule à nouveau. Silencieuse. Attendant peut-être une nouvelle famille. Un nouveau jeu. Une nouvelle opportunité de tourment. La propriété demeure vide. Personne ne semble vouloir y vivre. Pas après ce qui vient de se passer. L'histoire attire rapidement l'attention. Les journalistes découvrent le départ des Lutz. Ils entendent parler de leurs affirmations concernant les phénomènes surnaturels. C'est une histoire incroyable. Sensationnelle. Exactement le type de récit que les médias adorent. Les journaux en parlent. Les radios relatent les événements. La télévision couvre l'affaire. La story des Lutz se propage rapidement. Elle devient le sujet de conversation principal. Amityville ne peut pas rester anonyme. Son histoire maudite attire les projecteurs. Les caméras. L'attention du monde entier. Ce qui était une tragédie locale devient un phénomène national. Géançon, journaliste et écrivain réputé, s'intéresse à l'affaire. Il contacte les Lutz. Il les rencontre. Il les écoute. Il prend des notes. Il enquête approfondément. Il recueille tous les détails. Toutes les affirmations. Tous les témoignages. George et Cathy lui racontent tout. Ou presque tout. Ils décrivent leurs expériences avec des précisions terrifiantes. Anson est captivé. Il sent qu'il tient une histoire extraordinaire. Une histoire qui pourrait captiver des millions de lecteurs. Il décide d'écrire un livre.
de documenter cette affaire maudite, de la partager avec le monde. Jeanson se met au travail. Il écrit jour et nuit. Il compile toutes les informations, tous les détails glanés auprès des Lutz. Il crée un récit captivant, une narration qui mélange réalité et dramatisation. Il transforme des affirmations en descriptions vivantes, des phénomènes abstraits en scènes concrètes. Il écrit avec passion, avec conviction, comme s'il croit chaque mot, comme s'il avait personnellement vécu ces événements. Le manuscrit grandit, page après page, chapitre après chapitre. C'est un travail colossal, une odyssée littéraire. 1977. Le livre de Jeanson sort enfin. Son titre, The Amityville Horror, ou en français, L'horreur d'Amityville. Le succès est immédiat, foudroyant. Les lecteurs raffolent de cette histoire. Elle résonne profondément. Elle mélange réalité et horreur. Elle pose des questions troublantes. Y a-t-il vraiment une vie après la mort? Les esprits existent-ils? La maison est-elle réellement hantée? Les gens achètent le livre frénétiquement. Il s'en vend des millions d'exemplaires. L'histoire d'Amityville devient un phénomène culturel, un événement littéraire majeur. 1979. Le succès littéraire inspire les studios hollywoodiens. Ils décident de créer une adaptation cinématographique. Un film qui porterait l'histoire à l'écran. Les producteurs engagent des acteurs réputés. Ils construisent des décors spectaculaires. Ils engagent un réalisateur talentueux. Le budget est conséquent. Les attentes sont élevées. Finalement, le film sort dans les salles. C'est un succès commercial immédiat. Les gens affluent au cinéma. Ils veulent voir la maison hantée. Vivre l'horreur en version cinématographique. Le film renforce l'aura mystérieuse d'Amityville. Le succès du film génère une demande immédiate. Les producteurs créent des suites, des préquels, des variantes, des remakes, documentaires, séries télévisées, podcasts. Chaque format cherche à raconter l'histoire d'Amityville, à explorer ses mystères, à décortiquer ses secrets. Le marché du paranormal Amityville semble inépuisable. Chaque nouveau projet gagne en popularité. Chaque nouveau film attire des millions de spectateurs. Amityville n'est plus simplement une maison. C'est une marque, une franchise, un univers complet. L'obsession culturelle pour cette maison maudite grandit exponentiellement. Amityville devient une référence incontournable dans la culture de l'horreur. Elle surpasse les autres maisons hantées célèbres. Elle transcende les limites géographiques. On en parle en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, partout dans le monde. Amityville symbolise l'horreur paranormale. C'est le point de référence. L'exemple parfait. Presque 80 ans après les meurtres, presque 50 ans après le départ des Lutz, Amityville reste dans les esprits. C'est une légende urbaine. Un mythe moderne. Une histoire qui refuse de mourir. Qui se renforce avec le temps. Mais à mesure que la popularité grandit, les doutes s'installent aussi. Des enquêteurs commencent à remettre en question le récit. Des journalistes d'investigation creusent l'affaire. Ils cherchent des failles, des incohérences, des mensonges possibles. Ils découvrent rapidement que certaines affirmations ne tiennent pas la route. Les récits des Lutz contredisent parfois la réalité. Certains faits ne peuvent pas être vérifiés. D'autres semblent exagérés. Les enquêteurs deviennent de plus en plus convaincus. Le récit Lutz n'est pas ce qu'il semble être. Il y a quelque chose de louche. Les propriétaires qui achètent la maison après les Lutz relatent une réalité différente. Ils affirment n'avoir jamais expérimenté le moindre phénomène étrange. Pas de voix. Pas d'apparition. Pas de mouche. Pas d'odeur. Rien. Absolument rien. La maison est paisible. Ordinaire. Normale.
complètement banal. Ces témoignages contredisent directement le récit des Lutz. Si la maison était vraiment hantée, pourquoi les propriétaires suivants n'ont-ils rien ressenti? Pourquoi le paranormal aurait-il soudain disparu? Cette question devient centrale au débat. Malgré toutes les affirmations des Lutz, aucune preuve matérielle convaincante n'émerge. Pas de photographies paranormales authentiques. Pas de vidéos irréfutables. Pas de témoignages scientifiques vérifiables. Pas d'explication paranormale acceptée par la communauté scientifique. Les enquêteurs demandent des preuves tangibles. Les Lutz n'en fournissent aucune. Ils offrent seulement des témoignages verbaux. Des descriptions poétiques. Des affirmations non documentées. Sans preuves solides, le récit commence à ressembler à une fiction élaborée. À une histoire imaginée. À une fable plutôt qu'à un fait vérifiable. Les enquêteurs mènent des recherches approfondies. Ils découvrent des incohérences dans le récit des Lutz. Des dates qui ne correspondent pas. Des faits qui contredisent les affirmations antérieures. Des événements qui n'auraient pu se produire selon les lois de la physique. Certains détails semblent simplement impossibles. Physiquement. Logiquement. Rationnellement. Les Lutz eux-mêmes donnent des versions légèrement différentes selon les interlocuteurs. Ces contradictions sont révélatrices. Elles suggèrent que le récit a peut-être été inventé. Ou considérablement amplifié. Exagéré au-delà de la réalité. L'avocat de Ronald DeFeo Jr. fait une déclaration bombarde. Il affirme avoir participé à l'élaboration du récit avec les Lutz. Selon lui, l'histoire aurait été imaginée. Inventée de toutes pièces. Il dit avoir passé plusieurs soirées avec la famille Lutz. Des soirées bien arrosées. Plusieurs bouteilles de vin. Et durant ces rencontres, l'histoire paranormale aurait germé. Elle aurait été conçue. Développée. Perfectionnée. C'est une accusation grave. Elle suggère que les Lutz ont sciemment menti. Que toute l'affaire Amityville est un canular élaboré. Les Lutz réfutent énergiquement ces accusations. Ils nient catégoriquement avoir inventé l'histoire. Ils affirment que chaque mot est vrai. Chaque événement s'est vraiment produit. Ils maintiennent que l'avocat de Ronald DeFeo ment. Qu'ils cherchent à saboter leur crédibilité. Qu'il est motivé par des raisons suspectes. Les Lutz insistent sur la sincérité de leur récit. Ils jurent sur leurs enfants. Sur leur vie. Sur leur honneur. Ils rejettent complètement l'idée que le paranormal aurait pu être inventé. Pour eux, c'est une attaque personnelle. Une tentative de détruire leur réputation. Le débat grandit. Les partisans des Lutz contre les sceptiques. Les croyants au paranormal contre les rationalistes. Chaque camp a ses arguments. Chaque camp a ses preuves. Ou plutôt, l'absence de preuves. Les années passent. Les Lutz vieillissent. Ils continuent à maintenir leur histoire jusqu'à leur mort. Aucun d'eux ne rétracte jamais ses affirmations. Aucun d'eux n'avoue une supercherie. Mais ils meurent sans avoir complètement résolu le mystère. Amityville reste dans un état de limbo. Ni complètement accepté comme vrai. Ni complètement rejeté comme fausse. Aujourd'hui, la maison existe toujours. Elle n'a pas été détruite. Elle n'a pas brûlé. Elle n'a pas sombré dans l'oubli. 49 ans après le départ précipité des Lutz, la maison demeure. Ses murs ont été repeints. Ses pièces ont été rénovées. Mais sa structure fondamentale persiste. Elle continue de fasciner. Des centaines de visiteurs viennent chaque année. Ils stationnent devant. Ils photographient. Ils essaient de sentir la présence paranormale. Ils cherchent à communiquer avec les esprits. Pour beaucoup, cette maison est un pèlerinage. Les propriétaires actuels ont effectué des modifications. Principalement pour limiter le tourisme paranormal. L'adresse a été changée. Non pas officiellement. Mais les plaques de rue ont été modifiées. Le bâtiment n'est plus facilement identifiable par son numéro. Les célèbres fenêtres en forme d'yeux ont été remplacées. De nouvelles fenêtres. Modernes. Quelconques.
Moins reconnaissable. La façade a été repeinte. Les jardins ont été replantés. Tout cela dans le but de rendre la maison moins distinctive. Moins attirant pour les curieux. Mais le mythe persiste. Malgré les modifications physiques. Mais le mythe d'Amityville continue de fasciner. Les modifications physiques ne peuvent pas effacer la légende. Le bâtiment peut changer. Son adresse peut être altérée. Ses fenêtres peuvent être remplacées. Mais l'histoire demeure. Elle s'éternise. Elle se propage. Elle inspire. Elle terrifie. Elle questionne. Même ceux qui n'ont jamais vu la maison connaissent Amityville. Même ceux qui doutent de l'histoire paranormale sont fascinés. Amityville est devenue plus grande que la maison elle-même. C'est un concept. Une idée. Un archétype de l'horreur moderne. Alors, que s'est-il réellement passé au 112 Ocean Avenue? Une famille traumatisée par l'histoire horrible de la maison, cherchant à fuir, transformant ses peurs en récit paranormal? Un canular élaboré inventé autour de tables remplies de vin rouge, conçu pour captiver les lecteurs? Ou une véritable hantise, une manifestation paranormale authentique qu'aucun enquêteur rationnel ne pourrait expliquer? Les réponses restent insaisissables. Aucune explication définitive n'a été trouvée. Amityville garde ses secrets. Jalousement. Impitoyablement. Une seule certitude demeure absolue. Le drame bien réel qui a frappé la famille de Féo. Ce n'était pas une légende. Ce n'était pas une invention. C'était la réalité crue. 6 personnes assassinées pendant leur sommeil. Un acte de violence terrifiante. Un crime qui a choqué le pays. Cela, c'est des faits. Indéniables. Documentés. Prouvés légalement. Ronald DeFeo Jr. était coupable. Il a tué sa famille. C'est le fondement solide sur lequel repose toute l'affaire Amityville. Le traumatisme initial. Le point de départ. Ce crime réel a donné naissance à quelque chose de beaucoup plus vaste. Une légende paranormale. Une histoire de maison hantée. Un mythe qui s'est développé organiquement. Le crime a fourni le contexte. L'atmosphère de peur. Les murs qui ont absorbé la tragédie. Et à partir de là, l'imagination a pris le relais. La peur s'est décuplée. Les théories paranormales se sont multipliées. Une maison ordinaire est devenue une destination de pèlerinage paranormal. Un site célèbre dans la culture de l'horreur. Tout cela commencé par un acte de violence inexplicable. L'affaire d'Amityville s'inscrit parmi les plus grandes histoires de maisons hantées du XXe siècle. Peut-être la plus grande. Elle combine tous les éléments du récit paranormal parfait. Un crime réel. Une maison ordinaire. Une famille terrorisée. Des phénomènes inexplicables. Une ascension médiatique explosive. Une controverse légitime. Une fascination qui dure des décennies. Aucune autre affaire paranormale n'a généré autant de films, de documentaires, de séries, de books, d'adaptations. Amityville a monopolisé l'intérêt culturel du paranormal pendant années. Et maintenant, je vous pose la question qui hante Amityville depuis 50 ans. Croyez-vous au paranormal? Pensez-vous que les luttes ont dit la vérité? Que la maison était vraiment hantée par une présence maléfique? Ou pensez-vous qu'Amityville n'est qu'un immense canular? Une histoire cleverly marketée? Une légende urbaine sans fondement paranormal véritable? Ou peut-être croyez-vous à une explication intermédiaire? Que la maison a un effet psychologique sur ses habitants? Que la connaissance du crime passé crée une atmosphère paranoïa? Que l'imagination transforme des bruits ordinaires en phénomènes surnaturels? Plusieurs indices suggèrent une possible fraude. L'absence de preuves matérielles. Les propriétaires suivants qui nient tout phénomène paranormal. Les incohérences dans les témoignages des Lutz. L'admission partielle de l'avocat de Ronald DeFeo. L'exagération évidente dans certains récits. Ces éléments pointent vers une supercherie élaborée. Une histoire inventée pour profit. Un canular destiné à vendre des livres et générer des revenus cinématographiques.
Si cela s'avère vrai, Amityville serait l'un des hoax paranormaux les plus réussis de tous les temps. Mais d'autres indices suggèrent une possibilité paranormale légitime. La sincérité apparente des témoignages des Lutz. Leur refus complet de rétracter leurs affirmations même face aux critiques. Leur détresse émotionnelle évidente durant le récit. La spécificité des détails paranormaux. Aucun motif apparent d'invention au départ. Cathy n'avait aucune raison de mentir au départ. George non plus. Pourquoi aurait-il fui la maison si ce n'était pas vrai? Pourquoi aurait-il abandonné leurs affaires? Ces questions soulèvent des doutes sur la théorie de la fraude pure. Une explication alternative existe. La psychologie. Le pouvoir de la suggestion. Le conditionnement mental. La connaissance du crime passé aurait pu créer une atmosphère de peur permanente. Cette peur aurait pu générer des hallucinations, des illusions, des interprétations erronées de phénomènes ordinaires. Les bruits normaux d'une vieille maison deviennent des voix sinistres. Les courants d'air deviennent des présences paranormales. Les rêves deviennent des rencontres avec Jodie. George aurait pu développer une obsession. Cathy aurait pu somatiser sa peur. Les enfants auraient pu absorber l'anxiété parentale. Tout cela sans paranormal véritable. Après 50 ans d'investigation, de débats, de spéculation, le mystère d'Amityville persiste intact. Aucune réponse définitive n'a été établie. Aucun consensus ne s'est dégagé. Amityville reste suspendu entre le vrai et le faux. Entre le paranormal et le prosaïque. Entre la réalité et la fiction. C'est peut-être ce qui rend l'affaire si captivante. Son ambiguïté fondamentale. Son refus de se résoudre. Son mystère perpétuel. Amityville reste ouverte. Attendant peut-être une révélation future. Ou acceptant d'être à jamais énigmatique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Où se situe votre conviction? Croyez-vous à une hantise authentique? À un canular élaboré? À une explication psychologique? Vos idées m'intéressent. Votre perspective m'importe. Amityville a besoin de plus que des experts. Elle a besoin des voix des gens ordinaires. Ceux qui ressentent intuitivement la vérité. Ceux qui croient ou ne croient pas participer au débat. Partagez votre théorie. Contribuez à résoudre ce mystère centenaire. Ensemble, peut-être que nous nous rapprocherons de la vérité. Et si vous aimez les mystères inspirés de faits réels, les histoires vraies troublantes, les enquêtes paranormales approfondies, si vous cherchez à comprendre ce qui nous fascine dans l'obscurité, ce qui nous terrifie, ce qui nous unit, abonnez-vous à cette chaîne. Devenez partie de notre communauté de chercheurs de vérité. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres histoires tout aussi captivantes, tout aussi mystérieuses, tout aussi irrésoluées. Merci de nous avoir accompagnés à Amityville. Merci d'avoir écouté. Et jusqu'à la prochaine enquête paranormale.